Alors, qui veut faire le lancement? Je ne sais plus qui c'est qui a commencé là. Générique? Ah, mais toi, oui, oui c'est vrai. Oui. Parce que j'aime bien, c'est ça en fait au début. J'ai remarqué qu'au début, quand tu faisais pas un lancement formaté du style bonjour, chers auditeurs, n'oubliez pas de liker. Non, ne likez pas, surtout ne partagez pas, ne commentez pas. Tu veux dire qu'ils font tout ce que tu veux. Enfin, faire l'inverse de ce que font les autres. Oui, c'est ça. Tu vois, parce qu'il y a toujours des. N'oubliez pas d'appuyer sur. Tu vois, ben non. Oubliez d'appuyer. Carrément, couper. Oui, rentrez. Enfin. Allez voir autre chose. Vous n'avez pas des amis, vous n'avez pas une famille, vous n'avez pas un travail. Arrêtez de nous regarder. Vous croyez qu'on fait ça pour notre plaisir? C'est vrai. Hein? Non, c'est vrai. Franchement. Ouais. Hein? Moi déjà, j'aurais coupé. Hein. Moi, je pense qu'on va s'arrêter là. Donc, il n'y aura pas de deuxième sujet. D'accord, pas de résistance. Du coup, pas on de reste résistance, sur l'entrée, on va passer directement à la soupe. Non, on va faire le petit plat de résistance. Hein? Il a l'air gros. Allez, il est parti. Pas de résistance. Alors, le plat de résistance, c'est quoi? C'est, je dirais, les systèmes de croyance aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va parler de tout ce qui est un peu borderline, voire très borderline. Et tout à l'heure, c'est toi, Christian Jacques, qui a tiré le premier. On met en place à Christian Doumergue, qui va nous tirer le premier sujet du plat de résistance. Et là, c'est... Ah oui, alors les fakes. On commence par les fakes. Bon, bah là, c'est un vaste sujet. C'est un gros sujet. On pourrait s'arrêter même là. On pourrait même s'arrêter là. Ouais. Aujourd'hui, dans ce monde en fait, de la surcommunication, on n'arrive plus à dissocier le vrai du faux. Oui, c'est ce qu'on appelle l'ère de la post-vérité, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de vérité dans l'absolu. Et donc la vérité est plus un objet réel, mais plutôt une opinion. Et on est dans un monde qui, effectivement, son grand paradoxe, c'est que, je parle pour l'Occident, les religions établies sont plus ou moins moribondes. Hein. On parle souvent de l'absence de la transcendance, de la perte de la transcendance. Et en réaction à ça, je crois que l'homme, de toute façon, on le voit, hein, depuis la nuit des temps, a ce besoin de croire, a ce besoin d'explication. Un besoin de profondeur, quelque part. De profondeur, et puis, oui, voilà, et là, puis de sens, de comprendre. Et la profondeur n'est plus là. Donc, il faut expliquer. Alors, là, on va dériver parce qu'on n'est plus vraiment sur les fakes. Les fakes, donc les fausses informations, elles peuvent naître suite à des rumeurs qui ne sont pas des rumeurs organisées, mais qui vont naître spontanément parce qu'il y a quelque chose dont on n'arrive pas à s'expliquer que ça puisse être. Hein. Il y en a toujours eu des fake news, hein. Le terme est récent, mais il y en a toujours eu, sauf qu'il y a eu des périodes de l'histoire où elles ont été plus ou moins présentes dans les sociétés, où elles ont joué un rôle plus ou moins important. Si on regarde l'histoire récente, c'est vrai que c'est après le 11 septembre qu'on a commencé à avoir tout un tas de théories complotistes qui sont devenues extrêmement populaires, précisément parce qu'elles expliquaient l'impensable. Comment on peut arriver à cet événement-là qui a été un traumatisme, enfin tout le monde se souvient ce qu'il faisait quand c'est arrivé et quand on a vu les premières images. Et donc on cherche à expliquer, on cherche à donner un sens aux choses en créant des histoires. Alors des fois, après je dis pas qu'il n'y a pas des vrais complots, hein, je dis pas qu'il n'y a pas des... mais il y a cette naissance spontanée. Et puis, il y a les fakes organisés, c'est-à-dire que là, on va créer de toutes pièces et avec une certaine intelligence des fausses informations pour orienter l'opinion de tel ou tel groupe de personnes. Alors c'est vrai qu'actuellement on est dans une société où on a tout un discours étatique, hein, sur les fake news. Je ne dis pas qu'il n'y a pas un vrai problème j'allais presque dit, et presque de santé publique, parce que c'est vrai qu'on a des croyances extrêmement faciles avec des gens qui deviennent paranoïaques, hein, et avec des croyances débiles, vraiment débiles et enfermantes, et qui en plus empêche de voir les vrais problèmes. C'est pour ça aussi, hein, j'ai une vision très nuancée sur le complotisme et les théories du complot. Je le dis, il y a des vrais complots qui ont été organisés de tout temps par certains groupes puissants, que ce soit des groupes d'État ou des organismes industriels ou autres, ou des groupes de personnes, des groupes politiques. Donc ça, c'est une réalité. Je ne nie pas l'existence de vrais complots. Ce qui me pose problème aujourd'hui, c'est que on rentre systématiquement dans des croyances complotistes pour tous les sujets et accuser par exemple les Illuminati de tous les maux, ça empêche de voir la responsabilité individuelle parce que pour moi,
quand je regarde l'état de la planète en général, et que ce soit d'un point de vue écologique, géopolitique, sociétal, etc., la cupidité humaine et la volonté de faire du bénéfice suffit à expliquer beaucoup de choses. On n'est pas obligé d'imaginer un complot mondial qui viserait à asservir la population. La majeure partie de la population est déjà asservie et est prête à aller encore plus loin. Et le danger du complotisme de ce type-là, c'est que on se dédouane en fait. On se dédouane. Moi, j'y suis pour rien. Il y a des conspirateurs. C'est pas ce que je cautionne moi dans ma vie quotidienne, c'est qu'il y a des méchants conspirateurs au-dessus qui font que le monde est aussi mauvais. Non, il y a une responsabilité individuelle dans ce que le monde est, dans notre posture. Alors je dis pas, je suis pas un niais non plus. Je sais très bien que quand on est seul contre le monde, c'est extrêmement difficile de changer les choses. Mais on peut être aussi des sources d'inspiration pour les uns, pour les autres. Voilà. Et ça pour moi c'est important. C'est pour ça que je combats cette forme de complotisme dévoyé en fait. C'est bien s'interroger. Je suis extrêmement critique sur le gouvernement actuel, par exemple, je suis extrêmement critique sur un certain nombre de choses, pas sur tout, mais sur beaucoup de choses. Il y a eu des manipulations d'opinion, notamment au moment de la crise du Covid et de toutes ces choses-là. Il y a eu quelque chose de machiavélique d'un point de vue politique. Mais pour autant, je ne suis pas dans la théorie complotiste, du grand complot mondial, des délires sur la puce 5G, etc. Christian Jacques, comment dissocier le vrai du faux ? Comment savoir ce qui est vrai et ce qui est faux déjà ? Moi j'ai toujours été stupéfait de la réponse de Pilate à Jésus, quand Jésus lui dit « Je suis la vérité » et que Pilate lui répond « Mais qu'est-ce que la vérité ?» Alors, qu'est-ce que la vérité finalement ? C'est ça le problème. Oui, c'est ça le problème. C'est ça le problème du fake. C'est qu'est-ce que la vérité ? Qui dit que c'est la vérité ? Quel est le pouvoir dominant qui décide que ça c'est vrai et ça c'est faux finalement ? Et comment on arrive à savoir si ce que l'on nous montre est vrai ou faux ? Aujourd'hui encore, on a encore quelques possibilités de le savoir, mais demain on n'en aura plus. Demain, on ne saura plus distinguer si une photo est vraie ou si elle est fausse. Quelle est l'essence du vrai ? Et est-ce qu'à travers ce que nous voyons et percevons de la réalité, il n'y a pas autre chose derrière qui la sous-tend et qui la crée quelque part ? Est-ce que le psychisme dominant n'est pas fluctuant parce que derrière, dans d'autres dimensions, peut-être d'autres influences se créent ou ne se créent pas. Alors finalement, c'est une question de philosophie, la vérité. Tout à fait. Ouais. Et le fake n'est que l'écho rebondit 3 ou 4 fois de ce qu'est la vérité ou le mensonge finalement. Vérité ou mensonge, disait Wells. Orson Welles. Oui, absolument. Et là, alors, c'est vrai que la difficulté aujourd'hui, c'est qu'on a souvent été dans une thématique de preuve par l'image, en fait. C'est pas aujourd'hui. C'est pas qu'aujourd'hui. Non, mais c'est ce que j'allais dire. Ouais. C'est que déjà Saint Thomas, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut que Jésus lui montre ses plaies pour qu'il croie. Donc on est dans une logique de la preuve. Et vérité, ce qui est tangible. L'image, elle a été utilisée, dès le régime soviétique. Il y a eu des photos truquées quand on voulait faire disparaître de la mémoire certaines personnes. Voilà. Donc la photo truquée existe depuis que la photo existe en fait. Mais la grosse difficulté aujourd'hui, c'est que effectivement les moyens technologiques sont tels qu'on peut truquer de la vidéo, on peut truquer de la voix avec ce qu'on appelle les deepfakes. Donc la preuve par l'image, qu'on appelle la preuve par l'image, n'existe plus. Donc c'est une affaire de conviction intérieure, c'est-à-dire de représentation. Et c'est là que c'est important de construire des individus bien structurés, ce que ne fait plus le système aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut avoir un esprit critique. Alors après, c'est plus qu'un individu bien structuré. Oui, c'est un expert. Tu prends par exemple un tableau. C'est le sujet du film de Wells, Orson Welles. Tu prends un tableau, tu prends un faussaire. Le faussaire est aussi bon que le créateur du tableau. Et finalement, on ne sait plus quel est le vrai ou le faux. Il faut que ce soit un expert. Oui, non, mais alors ça, je suis d'accord. Mais il y a des dans ce qu'on observe aujourd'hui, sans parler des images, des images, mais en parlant du discours, dans le complotisme, on présente souvent des preuves. On peut avoir un esprit critique. Alors, j'admets tout à fait qu'il y a des théories du complot sur lesquelles on ne peut pas trancher. On ne peut pas dire c'est vrai, c'est faux. Franchement, on peut avoir ce doute-là. Mais il y en a qu'on peut facilement démonter quand on a un esprit critique suffisant. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, excuse-moi Christian, mais quand De Gaulle est rentré de Dallas, qu'il a été à l'assassinat de Kennedy, il a dit à Roger Perfield, qui était son ministre, c'est un complot. Il a dit qu'à lui. Ouais.
Autrement dit, à l'époque, toi, Christian, tu serais intervenu sur les médias en disant c'est pas un complot. Les gens qui disent que c'est un complot, c'est des complotistes. Or, De Gaulle a dit c'est un complot. Et on l'a jamais su. On le sait aujourd'hui. Oui. Et alors, donc, à qui tu donnes du crédit? Ah non, mais... À De Gaulle ou aux complotistes? Ah mais attention, sur Kennedy, j'ai pas dit c'est que... pas que sur Kennedy, oui, je peux te donner des autres exemples. Je prends l'exemple de Kennedy, si on étudie le dossier, moi je pense qu'il y a eu un complot. Je ne sais pas qui était derrière. Tu le penses aujourd'hui? Je le pense depuis... Enfin, je veux dire, aujourd'hui, avec on le pense réellement avec des documents qui sont de plus en plus véridiques, vraisemblables. Aujourd'hui, ce qui se passe sur un certain nombre de choses, je dis je ne sais pas. Il y a tout un tas de choses sur lesquelles je dis je ne sais pas. Par exemple, sur lequel il y a un doute de... Le 11 septembre, par exemple, je trouve qu'il y a une espèce de bien-pensance qui tourne en ridicule les quelques personnalités qui ont pris la position de dire il y a un complot derrière ça. Alors sur le 11 septembre, je dis il y a des arguments qui ont circulé d'entrée, qu'on peut identifier, qui viennent de milieux notamment antisémites, qui ont voulu incriminer les juifs dans la responsabilité, avec le fameux numéro d'avion qui est complètement fictif, Q33 NY, si on convertit en caractère winding sur Windows, ça fait les 2 tours, une tête de mort, un avion. Mais ça, c'est un fake, c'est-à-dire qu'on peut démontrer qu'aucun des 2 avions n'avait ce numéro de vol. C'est une création, mais qui a très bien fonctionné. Mais par contre, il y a d'autres choses. Par contre, il me semble quand même qu'il y a des architectes qui se sont penchés sur ce dossier-là et qui évoquent des doutes. Alors moi, j'ai aucune certitude là-dessus, mais je dis c'est possiblement un complot, oui, parce que si on regarde l'histoire des États-Unis, effectivement, à plusieurs moments, ils n'ont jamais tiré les premiers. On a eu la tentation de créer des faux attentats sur le sol américain. Au moment de la crise de Cuba, là pour le coup, on a des documents déclassifiés qui montrent qu'il y avait tout un programme qui avait été orchestré par certains hauts gradés américains, donc des militaires, qui avaient prévu toute une série de faux attentats, des attentats sous fausse bannière, comme on appelle, pour incriminer Cuba et attaquer Cuba. Et en fait, pourquoi? Parce que Kennedy était jugé trop mou, et qu'il fallait le booster en disant voilà, il nous attaque, donc là il faut répondre. Ça n'a pas été validé, ça ne s'est pas fait, mais c'était conçu. Donc voilà, et on sait aussi qu'il y a d'autres rapports de certains organismes de think tanks américains qui évoquaient l'idée avant le 11 septembre, que pour l'industrie de l'armement et pour tout un tas d'acteurs, ce qu'on prouvait les faits finalement. Ça serait pas mal que voilà. Donc voilà, pour moi là il y a un doute générale par rapport à tout ça. Christian Jacques, c'est quoi l'objectif, en définitive, derrière tout ça? L'objectif de quoi? D'arriver à cacher des informations. On va prendre l'exemple du 11 septembre. Non. Tu prends les Américains, ils sont très moralisateurs, ils l'ont toujours été, ils sont construits, ils sont bâtis là-dessus. En fait, si tu regardes les premiers arrivants en Amérique, ce sont des extrémistes, ce sont carrément des extrémistes de la pensée en fait. Ils sont bâtis sur une fausse idée qu'il y a certaines choses qu'il faut respecter et que par exemple on ne doit jamais tirer les premiers. Il faut toujours laisser à l'autre la notion que c'est l'autre en tout cas qui a attaqué et qu'on n'a fait que se défendre. Ils ont toujours fait ça. Si tu veux, ce qui est très intéressant, c'est de voir la signature. Et tu vois que la signature chez les Américains est toujours la même. On parle des Américains, on pourrait parler de n'importe qui. Bon, mais c'est vrai que les Français c'est pareil, il ne faut pas croire. Bon. Mais c'est toujours la même signature. C'est-à-dire qu'on laisse toujours faire l'ennemi en sachant qu'il va le faire. C'est le cas de ce qui s'est passé en Corée. Est-ce qu'on influence un peu l'ennemi pour le faire tomber dans son propre piège en gros? Non, c'est qu'on sait que l'ennemi va le faire et on le laisse faire. Alors qu'on pourrait l'arrêter avant, tu vois. Mais c'est qu'il y a un avantage, il y a des intérêts derrière. L'avantage, c'est de dire, il a tiré le premier. Donc on peut y aller. Et donc on peut y aller. Voilà. Donc il est moralement plus fort que si on l'avait coupé avant. On a la permission d'y aller, moralement, mais on n'a rien à nous dire. Voilà, c'est tout. C'est une signature. Un petit velouté aux asperges. Allez, voyons ça. Ah mais tu as changé le fond. Ah bah oui, parce que sinon il faut les reconnaître. Alors là, tu veux pas qu'on échange, je suis complotiste, comploteur. Quoi. Oui, voilà. Oui. Alors c'est ça, c'est-à-dire la question en définitive, c'est... on vient d'en parler finalement. On vient d'en parler. Ouais. Mais
est-ce que les comploteurs ont besoin des complotistes? Est-ce que les complotistes ont besoin des comploteurs? En fait, c'est ce qu'il n'y a pas un équilibre un petit peu entre le bien et le mal, quelque non, mais part. sur le terme de complotiste, hein, là, je vais être clair aussi, parce que c'est le problème de la pensée un peu Mais on a complotiste. l'impression, excuse-moi Christian, mais est-ce que ce mot complotiste, il est de suite, tu vois, ça t'empêche de suite, tu es traité de complotiste et qu'on t'empêche d'aller chercher plus loin parce que de suite, tu es considéré Non, mais comme alors, je veux dire, paranoïaque, quoi. c'est une évolution sémantique et politique du terme, et là, je veux être très clair là-dessus, parce que moi, j'essaie d'avoir une position équilibrée. Ce qui est très compliqué parce que je m'attire aussi bien les foudres des milieux complotistes qui voient en moi un débunker que de l'autre côté, quand je dis il y a des vrais complots, on me dit non, il n'y a pas des vrais complots, vous êtes complotiste. Donc c'est extrêmement difficile aujourd'hui d'avoir une position équilibrée sur ce sujet-là. Ce que j'ai déjà dit, et notamment lors de passages sur les chaînes info, c'est qu'il y avait un danger, un énorme danger, quand des politiques s'accapare le terme complotiste pour dénigrer une pensée qui est contraire à la leur. C'est-à-dire que ça s'est vu très clairement autour du pass vaccinal. Un certain nombre d'hommes et de femmes politiques ont taxé de complotistes toute personne qui s'opposait à ce système-là sans chercher à voir plus loin. Il y a une critique du pass vaccinal qui était effectivement complotiste quand on parle de campagne de puce 5G, etc. Là, on était dans le complotisme, mais il y avait une autre qui était une réaction saine d'une partie de la population qui ne comprenait pas cette obligation et qui ne pouvait pas l'admettre et la tolérer. Là, ce n'est pas du complotisme, c'est simplement une opinion divergente. Et aujourd'hui, ce terme de complotiste, je le vois, est appliqué à tout. C'est-à-dire que dès qu'on s'intéresse par exemple à l'archéologie mystérieuse, je suis désolé, on a légitimement le droit de dire les pyramides ont été construites sous l'inspiration des Atlantes ou des extraterrestres. Je ne dis pas que c'est vrai, je dis qu'on a le droit de poser cette question parce que l'archéologie n'a pas, au jour d'aujourd'hui, répondu à toutes les questions sur la construction des pyramides. Il y a des modèles de construction, mais quand on regarde le rythme, notamment de blocs et la taille des blocs par rapport aux données archéologiques qu'on a, il y a un truc qui coince, ça ne cadre pas. Donc je ne dis pas que la réponse extraterrestre est la bonne, mais je dis qu'on est en droit de la poser. Or, le problème, c'est qu'aujourd'hui, dès qu'on va sur cette archéologie fantastique, on est immédiatement taxé de complotiste, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Donc voilà, le problème, c'est que ce terme-là a été politisé et il est là aujourd'hui pour stigmatiser et ostraciser, un peu comme avant on disait sorcier, sorcière. Là, aujourd'hui, c'est complotiste, c'est un espèce d'épouvantail, un fourre-tout dans lequel on met des gens qui n'ont rien à voir, parce qu'il y a des complotistes qui sont des idéologues religieux ou politiques et qui instrumentalisent les fake news, les fausses informations, les faux mythes pour gagner des personnes à leur cause. Et puis, il y a des gens qui s'interrogent sincèrement sur l'histoire, sur le passé, sur le présent, qui posent des bonnes questions et qui ne méritent pas d'être stigmatisés comme ça. Christian Jacques, selon toi, est-ce que ça ne nous empêche pas, par rapport à ce que vient de dire Christian, d'éveiller notre curiosité et d'ouvrir nos esprits, d'aller chercher des choses qui peuvent être remises en question? Oui, bien sûr. Mais c'est difficile de traiter du complot et des complotistes parce qu'on s'aperçoit que ceux-là même qui vont stigmatiser les complotistes utilisent ce terme de complotiste et de complot quand ça leur sert. Je prends par exemple Dominique Baudis, quand il a été impliqué dans l'affaire Allègre, il a tout de suite créé au complot. Alors qu'il était... Le bouclier. Oui, alors qu'il travaillait lui-même au sein d'un institut multimédia. Il a dit que c'est un complot des pornographes, parce que j'ai embêté, quand j'étais au CSA, j'ai embêté les pornographes, donc ils se vengent, c'est un complot. Tu prends Fillon, il a dit clairement que c'est un complot. Tu prends Sarkozy, il dit clairement que c'est un complot. Alors tous ces gens-là, finalement, qui ont stigmatisé les complotistes, utilisent le terme de complotiste quand ça les arrange, ils s'en servent comme bouclier en disant « attention, je ne suis pas victime, si je suis une victime, c'est un complot. J'ai rien fait, moi, c'est juste un complot. » Donc tu vois que c'est facile de retourner, en fait, ce que tu dis. C'est très facile de retourner ce terme de complot, complotiste, comploteur, quand ça sert. Et effectivement, ça sert. On s'aperçoit que ça a même souvent servi de traiter les autres de complotistes pour, comme tu l'as dit très bien, masquer une part de la vérité. Après, moi, je crois sincèrement que l'histoire n'est faite que de complots. Alors c'est ça en fait, hein. Si tu regardes, si tu analyses les faits historiques les uns derrière les autres, tu t'aperçois que ce sont que des complots.
Je veux dire, César, par exemple, comment est-ce qu'il a été assassiné? C'est un complot. Tout le temps, c'est des complots. Combien de complots il y a eu contre Napoléon, par exemple? L'affaire Mallet. Mallet qui, à lui tout seul, fait croire qu'il y a tout un groupe d'hommes qui veut renverser Napoléon. Ce sont des complots perpétuels, quoi. Tout le temps. Oui. L'histoire n'a avancé que comme ça. Donc tu as raison, il faut être très vigilant et puis bien discerner ce qui possiblement peut être un complot, mais un complot de masquage, quoi. C'est-à-dire interdiction d'aller voir derrière la vérité parce qu'on vous traite de complotiste. Un petit civet. Allez. On va finir l'interview. Le sida. Ah. Alors, que veux-tu que je te dise? Alors justement, selon vous, est-ce que c'est une vraie épidémie ou est-ce que derrière ça, il y a quelque chose? Là, c'est vrai que c'est un peu borderline pour le coup. Hein. On marche un peu sur des Non, jeux, moi, hein. je ne te suivrai pas là-dessus. Pour moi, le sida, c'est une maladie émergente, comme il y en a des tas aujourd'hui. C'est tout. Bon, je ne vais pas te dire c'est un complot, quoi. Non, sur le complot, alors là, bon, j'ai pas forcément. Alors sur les maladies, forcément un alors complot, mais est-ce qu'on nous cache quelque chose derrière ça? On pourrait faire le parallèle avec le Covid. Par exemple. C'est un sujet sur lequel je serais plus à l'aise pour répondre. Il est dedans, hein. C'est d'accord, mais sur l'origine du virus. Est-ce qu'il s'est échappé dans le labo? Enfin, non, mais ce qui est marrant, c'est que ah oui, oui, mais là pour le Covid. Sur le Covid, est-ce qu'il s'est échappé dans le labo ou pas? Ce que je note là dans cette affaire-là, sans moi répondre à la question, parce que j'ai pas les capacités de répondre à cette question, soyons clairs. Mais ce que j'observe, c'est l'utilisation du mot complotisme. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment donné où quand on disait ça s'est échappé dans le laboratoire chinois, on était taxé de complotiste. Oui. Et on a eu un moment donné où il y a eu un point de bascule où des autorités médicales, scientifiques et politiques ont commencé, et on a eu des articles dans des journaux institutionnels, à dire possiblement ça s'est échappé dans le labo chinois. Et là, c'était plus du tout complotiste de le dire, c'était devenu admissible. Et donc, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on voit la façon très relative dont on va utiliser ce terme en fonction de son intention, en fonction de ce qu'on cherche à défendre. Petite omelette aux champignons. Eh ben, allez. Dis donc, c'est copieux aujourd'hui. Voilà, on l'évoquait tout à l'heure, JFK. Voilà. Tu vois, ouais. Voilà. Vous m'avez fait presque une synthèse sur la première. Hein, donc, JFK, on est quasiment aujourd'hui tous convaincus que c'est un complot. Oui. Christian Jacques, selon toi, quelles étaient les raisons de ce complot? Pourquoi assassiner? Multiples. En fait, le pauvre Kennedy, il a rassemblé sur lui, sur sa tête, toutes les raisons de la faire sauter, quoi. Je suis désolé d'être aussi trivial, mais c'est la vérité. D'abord, Kennedy, on nous a présenté une image très glamour de Kennedy, de John Fitzgerald Kennedy, qui ne correspondait absolument pas à la réalité. C'était un mauvais étudiant, un bringueur fini, il courait toutes les filles qui passaient sur son nez, voilà. Y compris quand il était président, puisqu'on savait qu'il fallait qu'il s'arrête à 15h, parce que sinon il y avait des migraines, donc on lui portait une jeune fille pour assouvir ses pulsions et pour le libérer de ses migraines. Ça fait cher les Ferragam peut-être. Oui, voilà. Donc Clinton à côté, c'est un petit rigolo, quoi, tu vois. Parce que c'était un cigare. Kennedy, mais ils y sont tous passés. Donc il n'avait rien, franchement rien, pour être à la limite. Son père était un mafieux de la côte. Bon, mais peut-être il avait la capacité, tu vois, d'assumer le poste. Kennedy, non, pas du tout. Donc, il est arrivé à un poste, on a dit, et je pense que c'est vrai, avec les voix de la mafia, avec l'argent de la mafia. Il ne faut pas oublier Sanjay Khanna, qui était le porteur de valises, et il ne faut pas oublier les relais qu'il a eu à travers Hollywood et à travers son père, notamment, qui ont quand même contribué à l'amener au pouvoir. Donc quelqu'un qui était un falot, qui n'avait pas la capacité de mener le poste pour lequel il a été soi-disant élu, encore que l'élection a été litigieuse là aussi, hein, ça s'est passé à très peu. Et puis après, une accumulation de conneries, quoi. Il faut quand même le dire. Et on nous a vendu la crise des missiles de Cuba, par exemple, en disant Kennedy a triomphé de Khrouchtchev, mais c'est pas vrai du tout. En fait, Kennedy a installé des missiles en Turquie, pointé sur la Dachka de Khrouchtchev. Khrouchtchev a dit qu'est-ce que c'est ça? Puisqu'il me fait ça, je vais en mettre à Cuba.
bon, les missiles sont installés à Cuba, et après on a su la négociation qu'il y a eu, hein, et on n'a pas su ce qui s'était passé par derrière, parce que par derrière, en fait, Kennedy a dit bon, c'est bon, je retire la Turquie, et Khrouchtchev va retirer Cuba. Donc on a eu l'impression que Kennedy gagnait, mais Kennedy perdait finalement, hein. C'est Khrouchtchev qui gagnait. Donc ça a été ça constamment avec Kennedy. Quand il a, tu en parlais tout à l'heure, quand on a évoqué le débarquement à Cuba, des troupes américaines à Cuba, Kennedy s'est déballonné. Or, Cuba, c'était quoi? Cuba, c'était l'arrière-cour de la mafia. En fait, tous les hôtels, tous les bordels, des Américains, ils ne faisaient pas ça chez eux. On a parlé de leur puritanisme. Ils faisaient ça à Cuba. Donc, c'était une pertinence, Cuba, pour tous ces gens-là. Et CIA plus mafia, c'était le cocktail explosif. Hein, il avait les deux sur le dos, finalement. Hein. Il avait les premiers parce qu'il est considéré comme un traître qui avait été incapable de débarquer à Cuba et qui avait dit au dernier moment non, on n'y va surtout pas, les avions ils font demi-tour. Et puis on avait la mafia qui faisait des affaires en or à Cuba et qui aurait voulu, elle, débarquer. Donc constamment c'était ça avec Kennedy. Enfin c'était ça avec Kennedy. Une accumulation d'erreurs. En coulisses. Parce que face à la presse internationale, c'était Kennedy, c'était Jackie, c'était les enfants dans le bureau qui jouaient à quatre pattes. Enfin c'était tout le côté glamour. Voilà. Très bien. Allez, un petit couscous. C'est qui? Ben, c'est moi qui tirais le dernier. J'espère que tu n'es pas choqué. Non, parce que tu vois, voilà. Je crois que tout ce que je dis, on peut le vérifier. Oui, je pense. Allez. Bon, ben, allez. C'est les. Hop. De suite. Allons-y. Ah, les chemtrails. Ah. Je le sais. Bon, alors voilà. Non, mais là, c'est un des exemples qui est un peu complexe dans les théories du complot. Aussi. Donc les chemtrails, les traînées chimiques dans le ciel, les fameux épandages. Alors là aussi, c'est un sujet complexe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit des chemtrails partout. Dès qu'il y a des traînées dans le ciel, c'est interprété comme des chemtrails. Et c'est interprété aussi comme une explication de la folie qui semble gagner l'humanité, c'est-à-dire que derrière une de ces théories, on nous dit qu'on répand des substances chimiques qui nous empoisonnent, qui modifient notre comportement, qui nous rendent plus violents, qui nous assujettissent, qui nous rendent moins forts mentalement, enfin voilà, tout un tas de trucs. Alors, qu'est-ce que j'en pense moi ? J'en pense que oui, si on regarde, il y a des pistes qui sont intéressantes, la manipulation du temps, la manipulation météorologique, parce que là, dès la guerre du Vietnam, en fait, on sait qu'on a des programmes militaires sur la modification du climat. Pendant la guerre du Vietnam, les Américains travaillaient sur le programme Popeye, qui en fait avait pour but de changer. Les Russes étaient plutôt sur olive. Oui. qui changeait donc la météo, avancer la saison de la mousson pour embourber les Viettes en fait et rendre les transports impossibles, les déplacements importants impossibles de leur côté. Donc ça existe dès les années 70 et on sait qu'après, par la suite, ça n'a cessé d'être utilisé, notamment par les Chinois pour les Jeux Olympiques, modification climatique, etc. Donc ça c'est une réalité. On n'est pas dans le complotisme, il y a vraiment un travail sur une technologie d'épandage qui vise à modifier la météo. Après que maintenant on m'explique que les gens deviennent violents et agressifs parce qu'il y a des traînées chimiques dans le ciel, je dis pourquoi pas, mais j'aurais tendance à dire que ça nous déculpabilise de cet ensauvagement de la société, qui a d'autres explications sociologiques, l'abrutissement des masses, enfin l'inculture générale, l'absence de valeur, enfin l'absence de transcendance. Tous ces facteurs-là expliquent l'ensauvagement actuel de la société. Pour moi, il y a une origine qui est clairement sociologique et qui est sociopathologique. Oui. C'est-à-dire qu'on fabrique des monstres, clairement. J'ai presque envie de faire le parallèle, alors je ne veux pas que ça soit mal interprété, mais quand on parle ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans nos sociétés, quand je vois les gens, est abominable. Alors je suis contre les comparaisons. Quand t'es jeune, t'as 20 ans de moins que moi, à la limite on aurait dit que j'étais réac, mais... Ouais. Mais je vois le manque mais le manque de savoir-vivre, l'agressivité permanente, en permanence. Ça sera la cerise sur le gâteau, vous inquiétez pas, on va la voir. L'absence de savoir-être est effarante. C'est dans quelques années, on a ça, c'est ta cause de génération.
Et voilà, et donc là, pour moi, à la quand on base. dit c'est la Pas faute la base. Ah non, plutôt, des chemtrails, plutôt en on voit pas le vrai problème. Et c'est ça le problème de ce le complotisme-là, vrai c'est que problème, ça... c'est le kérosène, quoi. Attends, c'est le kérosène qui nous pollue, quoi. Mais nous Allez, pollue à la Christian, source. une petite merguez. C'est ça le vrai problème. Arrêtons le kérosène. Passons à la merguez. Oh, Roswell. Ah, Aïe, 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 aïe. Alors là, tu tapes fort, là. Eh oui, je sais, ouais. Alors moi, je sais pas si tu veux que je réponde d'abord ou on Vas-y, fait la question à Christian. vas-y. Roswell m'interroge énormément. Parce qu'on a des témoignages, maintenant de gens qui n'auraient pas parlé à l'époque. On a tout dit sur Roswell finalement, hein. Tout dit. On a dit que c'était une opération de désinformation des Américains, c'est-à-dire qu'ils ont cherché à faire croire aux Soviétiques qu'ils avaient récupéré la technologie alien pour dire attention, ne nous touchez pas parce on va être bientôt beaucoup plus fort que vous. On est déjà, ouais. Ouais. Et donc, ils auraient lancé ce premier petit test en disant on a un ovni. Une sorte de fake maîtrisé. Pour après dire on l'a plus, tu Déjà vois. à l'époque. Mais le message qui passe, c'est qu'on l'a, Ouais. finalement. Donc voilà, on peut entendre ça après tout. Hein. On peut. Après, dernièrement, j'ai en discuté justement avec quelqu'un qui est vraiment un crack au niveau ovni, qui lui, il croit à 100%. Et je lui disais, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas, parce qu'il me disait, les ovnis, après tout, ils peuvent avoir une technologie qui nous dépasse de millions d'années. Alors, seule notre imagination, en fait, nous arrête. Nous bloque, oui. Ouais, pour savoir, pour comprendre qu'est-ce que pourrait être cette technologie. Et puis on se dit, mais s'ils ont une telle technologie, comment est-ce qu'un nouveau radar peut faire tomber 2 ovnis, tu vois, ou 3 donc il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. À Roswell, ce serait plutôt un orage, ce qui revient au même. Mais en gros. donc tu as des gens qui sont capables de traverser l'univers, qui vont plus vite que la lumière, sont gaulés mais par qui un se orage. font avoir par un orage. C'est vrai que là, il y a un truc. Il y a quand même un truc. Ouais. Mais ce truc-là, il est constant. Quand tu étudies les ovnis, il y a toujours ces Il y a un paradoxes. truc pas clair. Non, c'est contradiction flagrante. Oui. C'est comme par exemple les implants. Les gens te disent, attention, là, je pense que j'ai un implant, on fait une petite opération, on retire un implant, on retire un cartilage, je ne sais pas. Mais une technologie alien super avancée sur nous n'est pas capable de construire des implants indécelables, alors que nous, on peut aujourd'hui. Tu vois, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ou alors, c'est que l'implant, on a envie qu'on le trouve. Alors là, c'est autre chose. Et que ça participe peut-être aussi à faire de la contre-publicité à ce genre de truc. Enfin, c'est très... Exactement. Tiens. C'est-à-dire que c'est peut-être, et moi je pense que le phénomène ovni en grande partie s'explique pour ça. C'est-à-dire que souvent ce sont des messages à l'humanité. Attention, vous voyez la technologie des implants, bah, vous allez la vivre. Attention, la baisse de fertilité, donc nos pseudo-trafics d'une procréation, bon, etc., dans l'OVNI, je veux dire, en fait, ne fait que dénoncer une future baisse de fertilité chez l'humain. Et on s'aperçoit que c'est vrai aujourd'hui. Il y a une baisse de fertilité très nette, due aux pesticides, par exemple. Ouais. Et si tu étudies bien le phénomène OVNI, tu vas t'apercevoir que constamment sont délivrés, mais même des fois dans le domaine de l'inconscient, hein, c'est même pas forcément un message conscient, sont délivrés des messages Subliminaux, un peu. subliminaux qui vont nous alerter sur les grosses bêtises que nous sommes en train de faire. Donc c'est une manière de dire sans intervenir directement. Mais c'est assez subtil, je trouve. Je Allez, continue, c'est une ça petite tomate farcie. D'accord. Ah ben on revient sur un sujet qu'on a déjà évoqué, le Covid. Ah ben non, on va en prendre une autre. C'est allez. ouais, puisque On va passer a déjà directement un petit à peu la traité courgette. À la boulette. Les EMI. La boulette. Ah, Imai. Ouf. Alors, Encore un sujet que tu pourrais faire une émission. quoi. ah oui, il y en a 3000 émissions en une, quoi. Expérience de mort imminente. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses, Christian? Non, moi c'est quelque chose en quoi je crois. Hein. Je crois qu'il y a un au-delà. Enfin, ça j'en suis absolument convaincu. J'ai pas de doute sur le fait qu'il y a un avant et un après cette existence tangible là. Donc les expériences de mort imminente, ce qui a été rapporté, et ce qui est rapporté depuis, j'allais dire depuis très longtemps. Hein. Les expériences de décorporation sont attestées dès l'Antiquité. C'est à partir du moment où l'homme sait écrire, on a ce type d'expérience qui est rapporté. Oui, c'est relaté dans l'histoire. Ah oui, c'est relaté. Oui. On a, Platon, je pense, il parle d'un soldat qui est sur le champ de bataille. C'est à lui que je pensais, Ouais. qui est laissé pour mort.
en fait sur le champ de bataille, mais qui revient à la vie et qui raconte ce qu'il a vécu en fait. Et donc ce témoignage rejoint les témoignages contemporains sur le sujet. Donc après, évidemment, certains matérialistes qui réduisent l'homme à la matière voudront expliquer ça par des processus chimiques. Chimiques dans le cerveau. Dans le cerveau. La question se pose aussi quand mais même. On a quand même un certain nombre de témoignages qui me semblent tout à fait sérieux, où on a des décorporations, notamment dans les milieux hospitaliers, où on a des descriptions d'événements qui se passent dans les chambres voisines, des descriptions très précises, alors que la personne qui est témoin de cette expérience n'a jamais vu la pièce à côté. C'est comme si j'étais capable de décrire l'appartement voisin sans y être entré. Donc ça, pour moi, ça fait partie de ce qu'on peut appeler des preuves que ces expériences ne sont pas juste un processus chimique, mais relèvent bien d'une décorporation, c'est-à-dire qu'il existe en nous quelque chose qui n'est pas tributaire de l'existence organique du corps, en fait. Ça me fait penser à quelque chose. La question n'est pas dedans, mais je crois qu'elle était dans le plateau précédent. Est-ce que vous pensez que génétiquement, l'homme est un peu bloqué quelque part, comme si on était verrouillé dans notre évolution et qu'on commence un petit peu à se rapprocher de quelque chose parce qu'on mûrit quelque part, notre cerveau est en train de mûrir ou... Moi, je suis persuadé que l'homme a des potentialités énormes, et on le voit justement chez les mystiques. Alors, on a l'idée, la mauvaise idée, la mauvaise conception du mystique en pensant que c'est forcément religieux. Or, on a certains phénomènes qui se produisent chez des gens qui ne le sont absolument pas. Il se passe quelque chose, par exemple, chez des gens qui sont complètement émus par un tableau. Ils vont décrire des phénomènes de décorporation, par exemple. Juste en regardant un tableau. Oui. Il y a tout un livre qui a été écrit là-dessus, qui est vraiment passionnant d'ailleurs, où on s'aperçoit que ce n'est pas forcément lié à une idée du religieux, déjà. Alors, il semblerait que ce soit plutôt une constitution que pour l'instant on pense secrète de l'homme. On a souvent parlé, on a évoqué tous les deux les chakras, ces montées d'énergie. Ça sera plutôt lié à ça. Jung, par exemple, a énormément étudié la question. Il était persuadé, effectivement, qu'on pouvait arriver à ces phénomènes-là par ces processus-là. Donc oui, je pense qu'on a au moins deux dimensions qu'on perçoit très mal, c'est le surmoi et l'inconscient, on y a très peu accès. Et qu'on est loin de savoir tout de l'homme et de ses capacités finalement. Oui. Non, mais ça je suis entièrement d'accord. Et c'est vrai que la génétique risque d'apporter des réponses, hein, parce qu'on a Elle est bien utilisée. Si elle est bien utilisée, évidemment, mais c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que d'un point de vue scientifique, alors après je ne parle pas des utilisations pratiques de la génétique, hein, mais uniquement en matière de recherche scientifique. On a quand même différentes clés, c'est-à-dire qu'on a un patrimoine génétique. Avant, c'était le tout génétique. Maintenant, on sait avec l'épigénétique, en fait, les gènes vont s'exprimer ou ne pas s'exprimer en fonction de l'environnement. Donc, c'est vrai que se mettre dans un état particulier, notamment dans un état de spiritualité particulière, avec la clé de l'épigénétique, en fait, on peut se dire qu'on peut réveiller peut-être un patrimoine génétique qui est en nous. Ça c'est quelque chose, moi, en quoi je crois. Et ce patrimoine, il peut venir de très loin. Là, dernièrement, je lisais sur les peuples précolombiens, en analysant donc les gènes à partir de restes archéologiques de différentes tribus aztèques, on a identifié une tribu qu'on ne connaît pas. Oui. On n'a jamais retrouvé de vestiges matériels. Voilà, c'est une tribu fantôme. Donc, il y a cette perspective, cette porte qui est ouverte par la génétique qui est tout à fait fascinante. Et moi, enfin, bon, ça c'est vraiment mon interrogation personnelle, mais quand il est question de ces fameux fils des dieux qui ont côtoyé les filles des hommes, est-ce que finalement on n'a pas, pour certains d'entre nous, un patrimoine génétique qui vient de bien plus loin que la Terre et qui pourrait expliquer les particularités de certains qui pourraient se réveiller à un moment donné. Après, bloqué, je crois pas. Je pense que tous on peut faire ça. On peut pas, non, parce qu'on est pris par la vie de tous les jours. Selon toi, c'est une recherche intérieure qui permet de débloquer ça. Pour moi, je peux t'indiquer quelques clés, quoi. On en a parlé tout à l'heure, par exemple le retrait au désert. En fait, le retrait au désert est l'appel à la spiritualité et surtout le retrait de soi. Ça, tu en as très bien parlé dans le livre que tu as écrit sur le Christ.
où il y a cette perte de l'ego. Et la perte de l'ego, l'effacement de l'ego, ouvre effectivement à ce genre de potentialité. Parce qu'en fait, c'est le point commun. La plupart du temps, ces grands mystiques, tu t'aperçois qu'ils n'ont plus d'ego. Ils ont perdu cet ego. D'où cette perte à un moment, cette impression qu'ils sont dans cette fameuse nuit mystique dont tu parlais. Parce qu'en fait, ils ne reposent plus sur rien. Si demain on t'enlève ton ego, si tu n'es plus ce que tu es, Thierry Jourdan, tu vas perdre pied, tu vas te retrouver dans une espèce de nuit complète. C'est très flippant, je trouve. Ah oui, il y a un caractère angoissant au dépassement de l'ego. C'est vrai que c'est quelque chose qui est rassurant. Est-ce que cet ego-là, c'est pas le mal en définitive? Est-ce que c'est pas lui l'œuvre du mal? Non, alors là, il y a confusion. Et là encore, il faut lire Jung, parce qu'il y a toute une... Et il faut lire aussi les gens qui ont vécu ça, notamment les mystiques du bouddhisme, où ils te décrivent l'épuration successive de ce que nous, on pourrait prendre pour le mal, mais qui n'est en fait qu'une série de chaînes et de blocages, qu'on a tous, finalement, et sur lesquels on ne travaille pas. Et cette épuration successive va nous amener à ouvrir ces potentialités qui nous paraissent surhumaines, mais qui ne sont finalement qu'humaines. C'est simplement parce qu'on n'a ni le temps, ni... En fait, la vie de tous les jours, gagner son pain quotidien, nous bloque ça. C'est ça le véritable blocage. Enfin, c'est-à-dire que ça bloque, moi, enfin, je serais nuancé là-dessus, ça bloque dans la façon dont on nous apprend à vivre. Parce qu'au final, il s'agit de s'interroger sur le sens de l'existence, il s'agit d'avoir des petits moments de retrait, des petits moments de respiration. On ne nous demande pas de prendre le désert, d'aller vivre dans des cellules monacales. Mais dans la vie quotidienne, c'est le problème de la priorité, de la hiérarchisation. C'est-à-dire qu'on est conditionné pour courir après le temps en permanence, et on est conditionné aussi pour se distraire, mais de façon crétine. Enfin, excuse-moi, mais quand j'entends les gens parler... non, mais parce que, moi, je veux dire, je me fais un devoir, mais c'est même pas un devoir, c'est un plaisir de lire tous les jours. Et de marcher plusieurs fois par semaine, et de marcher autant de fois que je peux. Quand j'entends les gens qui sont comme toi, je crois que je vais en faire rire quelques-unes en tout cas. Non mais moi je lis. Moi je lis. Mais je marche pas. Tous les jours. Non, je lis tous les jours. Mais j'entends souvent, j'ai pas le temps de lire parce que ceci, parce que je reviens fatigué du travail. Mais franchement, entre regarder Hanouna pour se détendre, soi-disant, ou prendre un bouquin. Moi, prendre un bouquin, du moment que le sujet m'intéresse, que ce n'est pas une contrainte comme ça a pu être une contrainte scolaire à l'époque, bon, c'est un plaisir, c'est une évasion, c'est une porte ouverte. Je sais que lire me détend énormément. Ça enlève l'angoisse, l'anxiété, enfin tous ces stress-là qu'on nous ajoute dans le quotidien. Ça disparaît avec la lecture. Alors, plutôt que de s'avachir devant la télé à regarder des conneries, pourquoi les gens ne prennent pas un bouquin? Mais parce que ça fait partie du blocage. Mais tu parlais du blocage, en fait, et du conditionnement. Tout ça nous bloque. Sur notre réel moi. Tout ça nous bloque sur le réel moi que nous indique le Christ. C'est-à-dire, suivez mon chemin, je vous donne les jalons, et puis vous arriverez à être ce surhomme, quelque part. Hein. Attention au terme surhomme, hein. C'est pas Nietzsche. Oui. Bon, voilà, mais finalement, c'est ça. Oui. C'est que la société bloque notre réelle potentialité d'arriver à cet état-là. Où je trouve terrible, c'est que Jésus parle de la porte étroite, du chemin étroit. Et c'est là, il nous dit il faut aller sur le chemin étroit, le chemin où il n'y a personne qui fasse ça. Il faut renaître 2 fois. Bien sûr. Il faut renaître, en fait, pas 2 fois, il faut renaître. Moi, ce que je trouve assez terrible, c'est que finalement, quand on regarde la société, ce qu'elle présente comme une facilité, enfin, moi, ça n'a rien d'agréable pour moi de suivre la foule. Vraiment, ça n'a rien d'agréable, mais c'est présenté comme le summum de la vie, du plaisir, voilà. Et comme s'il fallait partager un inconscient collectif dans un esprit festif quelque part. Oui, voilà, c'est la fête et la distraction permanente. Je ne dis pas qu'il ne faut pas savoir faire la fête entre amis, savoir se réjouir entre amis, partager de bons moments entre amis. Je ne suis pas à prôner une vie ascétique, c'est pas ça du tout. Mais entre l'abrutissement de masse qu'on nous présente comme un modèle, enfin, dès l'enfance, c'est présenté comme un modèle. Il faut s'étourdir, il faut s'abrutir, il faut vivre comme ça. Par contre, si vous prenez un bouquin, vous êtes un intello ennuyeux, etc. Et, puis, en plus, et ça, c'est terrible, parce que le bouquin est une source de plaisir immense. Mais les gens, en plus, n'ont pas de réflexion par rapport à ça. Si tu leur dis, donnez-moi votre page, je vais vous pucer. Ils vont dire, ah non, surtout pas, je ne veux pas être pucé, je ne veux pas être un numéro. Mais si on fait voir ça d'une autre manière. Mais non, mais ils sont pucés. Oui. En fait, ils ont un portable constamment sur eux. C'est déjà ça, ouais. C'est une puce. Oui. Ils sont constamment pucés. Tu vois ce que je veux dire? Ils ne s'en rendent même plus compte. Oui. En fait, on leur présente quelque chose d'inacceptable d'une manière acceptable. Et à ce moment-là, ils l'acceptent. Enfin, effectivement. Vous allez gagner du temps. En gros, c'est ça, mais en fait, ils vont perdre. Oui. Ouais, vous vous croyez indépendant, mais vous ne l'êtes plus du tout. Oui, voilà. Ouais. Et vous n'avez plus cette capacité d'accéder à votre véritable moi.
Donc, Une petite boulette? ouais, c'est moi donc. Ouais, c'est toi. Ouais. Allez, hop. Attention. Alors là. Ouf. Alors là, quoi va-t-on Tiens, tous les avoir trucs droit? pourris, tu sais. Nibiru. Nibiru. Ah, Nibiru. ah oui, d'accord. Voilà, Planète X. Moi, je te laisse ça, Christian. Non, mais là, je vais avoir du je mal suis incapable de parler à... là-dessus. Ça vous Ouais, inspire pas? moi, Je peux pas parler là-dessus. Joker aussi. Joker. Enfin, Joker ouais, aussi. Ouais. Allez. Je suis Ouais, pas ouais, sumérien, j'ai aucune notion. Ouais, je trouve que c'est un peu limite hein, aussi, mais bon. Allez. Christian, donc, non, ça. Non, Tu veux pas encore, encore toi. un? Comment ça se fait? Ah oui, il a commencé. Eh ouais. Les anciens astronautes, mais ben, ils existent quand même. Ben, c'est toi. Ouais. Mais ça, par contre, ouais, là, Ah, je on suis va parler. plus disposé à en Allez, parler de alors. ça. C'est Je sais anciens que astronautes. tu disposes en parler. Et, bah écoute, je Allez. t'en prie. Non, alors, voilà, pour moi, c'est un sujet super intéressant. C'est un sujet super intéressant parce que quand on le creuse correctement, on a tout un tas de textes qu'on ne peut pas expliquer, notamment le passage de la Genèse hein, qu'on évoquait tout à l'heure. Et ça, c'est fondamental. Oui, oui, C'est pas les seuls. hein. Non, et puis il y a d'autres éléments qui vont dans le même sens. À différentes époques, on a des témoignages d'apparitions célestes qu'on ne peut pas réduire à une croyance, qu'on ne peut pas réduire à un phénomène météorologique ou naturel de quelque ordre qu'il soit. Donc ça, c'est une réalité. Voilà. À côté de ça, on a l'extrapolation, c'est-à-dire que la théorie des anciens astronautes, aujourd'hui, un des problèmes, c'est que on projette souvent, et notamment sur l'image, des images anciennes, cette théorie. Et on fait dire aux images ce qu'elles ne disaient pas à l'époque. Alors c'est le cas par exemple avec les fresques de Decciani, et là j'en parle avec d'autant plus de sincérité que pour moi, quand j'étais ado, c'était le Graal de l'ufo-archéologie, Ouais. parce qu'on a ces fresques donc sur une chapelle avec une crucifixion, et puis on a ces hommes qui sont assis sur à l'intérieur de ce qui semble être des Spoutniks. On les a appelés comme ça à l'époque quand on a commencé à les voir en faisant des photos. Ça a l'air des satellites qui naviguent dans le ciel au-dessus de la crucifixion. L'un est argenté, l'autre est doré, et on a des hommes à l'intérieur qui semblent tenir des manches de pilotage. Donc c'est vrai que quand on voit ces images-là, on se dit mais c'est la preuve absolue. Et pour moi, pendant longtemps, ça a été la preuve absolue qu'on avait bien représenté des hommes à l'intérieur d'engins spatiaux qui naviguaient au-dessus de la Et tu as crucifixion. mené ton enquête un peu plus tard? Mais quand Voilà. on remet ça dans le contexte. Quand on remet ça dans le contexte religieux et qu'on compare, alors cette fresque-là évidemment est très particulière, mais quand on prend tout un corpus de représentation de la crucifixion, on remarque déjà que ces deux éléments, ils occupent la place du soleil et de la lune, ouais. qu'on voit sur de très nombreuses Argenté et crucifixions. doré. Argenté et doré. Donc là, on a oui. une confirmation que c'est bien le soleil et la lune. Il reste à expliquer pourquoi il y a des petits bonhommes à l'intérieur. Quand on fait encore du comparatisme au niveau des œuvres iconographiques qui représentent cette scène, on voit que sur plusieurs, on a voulu représenter le mouvement des astres, du soleil et de la lune, qui sont des fois attirés par des Donc, ils attelages, pédalent dedans. et Ils pédalent. des fois, on les a incarnés par des hommes qui sont censés les activer de l'intérieur d'une façon ou d'une autre. Donc en fait, c'est la représentation du mouvement des astres. Et quand on regarde effectivement cette crucifixion, on se dit si c'était vraiment le témoignage d'une apparition d'OVNI qui a été vue à ce moment-là où la fresque a été faite, il y aurait forcément un personnage dans l'assemblée qui attirait l'attention, parce qu'il n'y a aucun personnage. Si on prend la tapisserie de Bayeux, il y a une comète sur la tapisserie de Bayeux, et il y a des personnages qui la montrent. Il y a une devise latine qui dit « Voici l'étoile ». Donc là, on identifie clairement un phénomène céleste. Si cette fresque de Decciani avait montré des ovnis, il y aurait eu forcément aussi ce genre de représentation qui montre que la population a été épatée par ce truc-là. Donc non, malheureusement, et moi ça a été un de mes rêves qui est parti en fumée, ce cas-là n'est pas un cas avéré de vision, de témoignage d'ovnis dans le passé. Mais il y en a d'autres, heureusement. Mais il y en a d'autres qui sont plus mais, crédibles. mais voilà, il y en Bien a sûr. d'autres, et notamment au niveau des textes, parce que voilà, le problème de l'image, c'est qu'elle est souvent trompeuse, on a certain souvent évêque de tendance... Lyon. En plus, ça peut être aussi mais quelque chose. voilà, après, il y a l'épisode avec Agobard qui est Mais extrêmement oui. troublant, Alors, parce que... Ah oui. Évoquons-le. Agobard. Un texte qui est complètement incroyable quand on le lit. Et il décrit une espèce de navire volant, des gens à l'intérieur. Ces gens se sont posés. Les paysans, si je me trompe, si je me trompe, tu m'arrêtes. Je veux dire. Je te laisse, après Bon, je te... ils se seraient posés, les paysans du coin les auraient saisis et précipités dans le Rhône, c'est ça. Oui, oui, Bon, donc et on a un Agobard, témoignage ouais. incroyable. Quoi. Agobard arrive à ce moment-là, c'est-à-dire que ces gens-là sont appelés ils viennent régulièrement
Il y a des phénomènes de grêle associés à ces trucs-là. Comme d'autres outils modernes. Comme s'ils venaient piller un petit peu les Ils viennent les récolter, récoltes. prendre des exemplaires de récoltes. Et ils sont censés venir d'un lieu qui s'appelle Agobar, et donc effectivement ils sont capturés par la population locale. Et Ils les capturent. ils viennent de Magonie, j'ai dit. Là, j'ai oui, fait un c'est petit ça. lapsus. Hein, c'est parce que Agobar, donc c'est un évêque Ah oui, d'accord. qui demande aux paysans de pas mettre à mort ces gens-là, parce C'est que un cas d'école, quoi. et lui se bat contre les superstitions. Mais du coup, il relève en fait cette croyance, et donc ces gens-là qui se déplacent dans des navires viendraient dans le lieu appelé la Magonie. Et ce qui est très troublant, c'est que, et qui plaide dans la réalité de cet événement, c'est que quand on voit les légendes, en général, les légendes, on les trouve un petit peu partout. Là, on trouve la même légende avec des petites variations un petit peu partout. Et donc, on peut se dire, bon, ben voilà, c'est une reformulation. Ça, c'est unique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Il n'y a pas d'autres évocations de cette Magonie. Les vaisseaux volants ne sont pas uniques. Alors, voilà, les navires volants à l'époque, on ne voyait pas de secours. Sur cette histoire-là, ce qu'il y a de bizarre un petit peu, c'est qu'à l'époque, en fait, ils en font une retranscription des exemples qu'ils ont dans leur vie courante. C'est-à-dire que, au lieu de dire un cigare, une soucoupe volante, etc., ils vont dire c'est un voilier ou c'est un char avec... C'est un bouclier à l'époque romaine. On a beaucoup à l'époque romaine de boucliers volants, par exemple. C'est vrai qu'on va comparer à ce qu'on connaît. C'est un phénomène qui est... Et quand on ne connaît pas, on oublie. Quand on n'a pas de comparaison, on oublie. C'est le cas du cargo, tu sais, le mythe du cargo. Je ne sais pas si vous... C'est en fait une peuplade qui en fait est incapable d'expliquer ce qu'elle voit. Alors c'est valable pour un avion, par exemple. Si c'est une peuplade au fin fond de l'Amazonie ou de l'Afrique qui voit passer un avion, il n'a pas de référence intellectuelle pour le concept avion. Donc il oublie ou il essaie de le transcrire. Ben, c'est un peu ce qu'on trouve dans Les dieux nous sont tombés sur la tête, où Dieu devient une bouteille de coca. Il y a une expérience plus ou moins célèbre. Ce sont des gens qui projettent un film en Afrique et ils filment Paris, les rues de Paris, les voitures, le métro, les bus. Et ils projettent ça en Afrique. Donc les gens sont ébahis par ce qu'ils voient. Et après, quand ils leur posent la question de ce qu'ils ont vu, en fait, ils n'ont vu que les poules d'un poulailler. Tu vois, parce qu'il y a des images de poules et de poulaillers. Mais tout le reste, ils ne savent pas, ils n'ont pas de concept, ils n'ont pas de mots pour voiture. Ils ne savent pas ce que c'est. Donc c'est un peu pareil, en fait, absolument, je pense. Oui, absolument. Et c'est vrai qu'alors c'est fascinant parce que ce phénomène-là, pour le coup, dans la littérature, il est attesté dès l'époque. Alors il y a le phénomène avec Agobar et les Magoniens est absolument unique. On n'a pas d'autres traces d'un récit de ce type-là. Et l'apparition d'objets célestes non identifiés est avérée de l'époque romaine à l'époque récente. Et au 19e, on a tout un tas aussi de phénomènes aériens qui inquiètent y compris l'état-major militaire en France. Et qu'on ne peut pas expliquer par du phénomène naturel. Donc là, c'est des périodes. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que si aujourd'hui on a des phénomènes ovnis aujourd'hui, on peut se dire c'est des black programmes, puisqu'on sait que les technologies militaires sont très très en avance sur ce qui est rendu public. Donc on pourrait aujourd'hui expliquer le phénomène ovni par une technologie militaire appartenant à des programmes secrets. Par des simulations. Mais voilà. Incroyable réalité. Demain, on ne saura plus, par exemple, ce qu'est un ovni et ce qu'il n'est pas. Ouais. Mais par contre, c'est déjà un peu le cas. Par contre, jusque dans les premières décennies du XXe siècle, on n'a pas ces technologies des mains humaines. Donc là, on se dit c'est forcément quelque chose d'exogène qui ne relève pas de l'humain, mais qui vient d'ailleurs. Alors ailleurs, après, on peut avoir plein de définitions. Est-ce que c'est vraiment un ailleurs physique ou est-ce que c'est une intelligence qui prend des formes différentes à différentes périodes ou peut-être plusieurs choses à la fois. En fait, on peut se passer en fait, si tu veux, l'OVNI a des caractéristiques physiques telles que de toute façon, il ne va pas relever de ce qu'on connaît et de ce qui est, je veux dire, de notre monde connu et préhensible. Quand tu as un engin qui prend un virage à 45 degrés, à une vitesse folle, à Mach 10, on ne sait pas faire. Pour l'instant, on ne sait pas faire. Quand tu as un engin qui est capable de passer de l'air à l'eau et qui plonge dans l'eau sans qu'il y ait de vagues, Jean-Pierre Petit peut en parler, on ne sait pas faire non plus. Donc, ce sont des signatures sur lesquelles on ne peut pas revenir, quoi. En dehors de l'aspect physique et visuel. Allez, la suite. C'est à moi, c'est ça, je crois. J'ose pas dire. Si tu veux. Je sais pas. On peut y aller comme ça. C'est à toi.
Ah, le bio. Alors là, je suis surpris. Alors là, c'est carrément comme l'OVNI. Hein. Tu fais Bon. virage. Le bio. Alors, le bio, 90 qu'est-ce degrés, que à vous fond. en pensez de ce bio? Est-ce que vous pensez que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? C'est cher déjà. C'est cher. Tu as vu qu'il Non, s'écroule mais- aujourd'hui, le bio. Le bio s'écroule. Les gens n'ont plus les moyens d'acheter du Ah oui, bio. bien sûr. Il est trop Ouais. cher. Mais est-ce que le bio, c'est vraiment bio? Alors, j'ai une anecdote marrante Ah, à vous raconter. C'est une amie que j'avais qui connaissait très bien un producteur de fromage de chèvre. Mais un fromage de chèvre bio. C'est-à-dire qu'il avait rien de... Bon, c'était vraiment un vrai de vrai. Et ce gars-là était obligé de se déguiser. C'est-à-dire qu'il mettait sa veste, tu sais, sa veste en peau de mouton, là, tu sais, sa veste. Et il allait dans les supermarchés avec le béret, en fait, tout ce qu'il n'était pas d'habitude, pour vendre du bio, pour persuader les gens que parce qu'il était habillé comme ça, c'était du bio. c'était du bio. Voilà, sinon, ils n'achetaient pas. En fait, si tu mettais les mêmes fromages dans les rayons, ils n'étaient pas achetés. Ils étaient roses, ces fromages, peut-être. Mais ils étaient bio, en tout cas. Voilà. Donc, il faut en plus vraiment tamponner bio, quoi. Et là, c'était plus que tamponner bio. Il fallait qu'il soit déguisé en un éleveur Est-ce que vous bio. pensez que le bio français est pareil que le bio chilien, par exemple? Alors là, franchement, je pense que... Est-ce que c'est vraiment les mêmes normes dans tous les pays? C'est ça, c'est un vrai problème. Parce que tu vas Non, acheter du bio, le banane bio. Est-ce qu'une banane bio qui mûrit dans le cargo en venant d'Amérique du Sud, elle est vraiment bio? Elle a un impact carbone qui est démentiel. Oui, mais alors là, après, le bio, c'est pas sur la question de l'impact carbone. Et j'ai un autre Parce que là, exemple à- c'est le circuit court ou circuit long. Tu sais que je suis C'est deux choses différentes. je viens de Sfax, c'est une région de production oléicole. Donc les huiles de la région sont vraiment réputées. Et elles se disaient bio. C'est-à-dire que c'était la culture de l'olivier traditionnelle à l'ancienne. Quand elles ont été analysées par des laboratoires français, on s'est aperçu qu'en fait elles étaient polluées par des hydrocarbures. En fait, et c'était tout simplement les tracteurs qui transportaient les récoltes. Et l'émanation des gaz des tracteurs se déposait retrouvait sur dans les olives. sur les Ouais. olives. Et finalement, ce qu'on croyait bio, complètement bio, ne l'était plus. Parce que pollué par. Alors ça, c'est le gros problème, en fait, à mon avis. C'est que tout ce qu'on croit bio, il faudrait que ce soit complètement isolé de, ne serait-ce que de la pollution au kérosène, par exemple. Les alchimistes qui vont récupérer la rosée aujourd'hui, ils font abstraction, tu vois, de tout ce qui tombe du ciel et qui n'est pas franchement très clair. Il y a quand même une sacrée pollution à ce niveau-là. Ne serait-ce que... Bon, voilà. Ouais. Non, mais moi, je crois, sans parler spécifiquement du bio, ce en quoi je crois, c'est le court, le local. Et, voilà. Il faut y croire. Et à petite échelle, quoi. Ouais. C'est-à-dire Et des fruits et légumes de saison. Oui, voilà, c'est ça, c'est réapprendre à vivre. Tout à fait. Parce que le problème de notre monde, c'est que c'est une société de déracinés. C'est-à-dire c'est une société, la plupart des gens n'ont plus du tout de contact avec ce qui est la nature, ce que sont les cycles de la nature. Malheureusement. Malheureusement. Et donc, ça produit des exigences Et tu vois, je pense que par rapport à ça, qui sont en désaccord complet avec... on a complètement dénaturé notre relation avec le temps. Parce qu'on est loin de la nature. Et qu'une tomate, aujourd'hui, si tu veux vraiment manger une bonne tomate, c'est 3 mois. C'est pas en appuyant sur le bouton. Ouais. C'est pas Amazon qui la livre, quoi. Oui, oui. Mais c'est le problème, c'est qu'on est dans une société qui est conditionnée par le temps, par la rapidité et par l'exigence de l'immédiateté. On le voit dans les livraisons. Tu évoques Amazon. Et par les coûts. Je veux dire, moi, quand j'étais gamin, les livraisons, c'était des fois 15 jours. On commandait, on avait le truc 15 jours après. Mais le problème... Alors, c'est pas ça. Moi, si je commande que je reçois le lendemain, je suis content. Mais le problème, c'est qu'il faut être vigilant par rapport à ça, sur ce que ça induit au niveau du comportement. C'est-à-dire, il ne faut pas que ça devienne un mode de vie et que ça devienne un mode de vie pour tout. S'il y a des livraisons du jour au lendemain, il faut choisir avec qui. Enfin, voilà, je suis extrêmement critique sur certains systèmes. Attention, parce que là encore, voilà un paradoxe du monde moderne. J'entends des tas de gens se dire écolo, tu vois, mais ils commandent sur Amazon. Oui. Mais qu'est-ce que ça implique une commande Amazon? Ça implique qu'un livreur va venir te livrer ta pile, tu vois, parce que tu vas acheter une petite pile sur Amazon. Donc ta petite pile, il faut qu'elle fasse successivement plusieurs transporteurs. Donc tu vois la dépense? Non, mais bien sûr. Et le prix du c'est transport de la pile est plus cher que la pile. Oui. Mais ça peu importe. En fait, ça a un coût au niveau de la pollution, au niveau de... Mais c'est énorme, c'est énorme. Donc on prend de très mauvaises habitudes comme ça. Mais bien sûr. En fait, hein. Et il ne faut pas que ça devienne... Le problème, c'est que ça devient aussi une modalité existentielle permanente.
C'est pareil, hein, enfin, en matière de cinéma, de films, quand j'étais gamin, il y a des films, j'ai attendu des années pour les voir parce qu'il fallait une diffusion télé ou il fallait que ça sorte en vidéo. Enfin voilà, là aujourd'hui, c'est vrai qu'avec les plateformes de streaming, immédiatement, on a accès à une cinémathèque immense. Et je ne parle même pas du piratage qui est pire encore. Mais. Up2Box vient de fermer. Oui, non, mais parce que le problème, enfin, pour moi, c'est pire. Je dis le piratage parce que ça implique, enfin, tout un comportement aussi existentiel par rapport au fait qu'on ne reconnaît pas le fait qu'un auteur a droit à des droits d'auteur. On veut tout de suite. C'est aussi ça. Il y a plein de choses de cette nature-là. Et c'est ça qu'il faut conscientiser, en fait. C'est vraiment ça qu'il faut conscientiser. C'est que, pareil, je veux dire, dans la vie de tous les jours, on n'a pas tout de suite. Non. On n'a pas tout de suite. Et le problème, c'est que le malaise existentiel de beaucoup de personnes, et puis dans les relations humaines y compris, quand on construit un couple, moi je construis un couple avec ma femme, ça prend du temps. C'est pas quelque chose, d'un claquement de main, on se rencontre, c'est le paradis direct. Non, ça prend du temps. Or aujourd'hui, on est dans la culture du je veux, j'ai tout de suite, et si ça me va pas, je passe à... Voilà, c'est ça. C'était le point suivant, je passe à autre chose. Si ça ne convient pas, je jette. Gillette un peu, on a la culture Gillette. Tu vois, c'est pas cher, je jette et je reprends l'autre. Mais c'est terrible. Une dernière pour la route. Je suis frustré, il y en a plein qui sont super intéressantes. Ah bah ouais, mais bon, vous êtes trop bons, les gars. Je sais pas. Tu veux pas Il y en a une que j'aimerais, mais allez, concentre-toi. C'est pareil la résonance. Tiens, celle-là me plaît bien là. Ah, c'est pas écrit en rouge, allons. Le 9 septembre. Ah non, au zap. On a déjà dit ça. On va la trouver, on va toutes les faire. Tant qu'on n'a pas la bonne. Heureusement que tu es là, Thierry. La zone 51, c'est pareil. On l'a fait. Roosevelt. Ouais, mais je sais, mais tu vois là. Bah tiens, allez. Hop là. Ah oui, alors là, les voitures électriques. Bon, là, je pense que j'ai pas mal à dire si tu veux pas envoyer là-dessus. Alors là, j'aurais énormément à dire. Parce que pour moi, c'est l'imposture absolue. Enfin, c'est une hérésie totale. Et on veut éliminer, alors je dis pas que c'est bien ou le problème, c'est que les gens courent en plus. Ils vont acheter leur voiture électrique. C'est ça. Ils sont contents, ils ont une voiture électrique. C'est ça qui est terrible. On sauve la planète en achetant des trucs qui vont polluer, qui de toute façon cautionnent l'esclavage dans différentes zones à travers le monde, puisque les métaux rares qu'il faut pour ces foutues batteries là. C'est 15 fois le prix. Voilà, et puis c'est de l'esclavage, enfin pour l'extraction, sans parler après des enjeux écolos, parce que la batterie ne se recycle pas au niveau actuel de la technologie. Et puis c'est tout le package qui va avec. C'est-à-dire que on est alors sur les métropoles, dans ces fameuses ZFE, donc zones à faible émission, qui est une autre imposture, parce que je pourrais prendre n'importe quelle métropole, la plupart suivent le même schéma. C'est-à-dire qu'on va bétoniser les alentours des métropoles avec des zones commerciales, toujours les mêmes trucs pour les mêmes, j'allais dire moutons, c'est un petit peu méprisant, mais c'est horrible. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et donc, moi perso, je roule avec une Clio qui a un certain âge maintenant. Dans un an, je ne peux plus rentrer dans les métropoles. Par contre, avec un SUV qu'on a acheté récemment, qui pollue beaucoup plus en termes d'émissions, électrique, hein. On peut. Électrique. Oui, mais enfin, à terme, l'électrique. Mais non, il y a l'âge. Tu prends Jean-Marc Jancovici, je ne sais pas si tu as lu son bouquin qui s'appelle Un monde sans fin. Il dit que ma petite voiture, qui est une toute petite Skoda à essence, en fait, elle pollue moins qu'un SUV électrique. Oui, bien sûr. Et elle a moins coûté en CO2 qu'un SUV électrique. Démentiel. Donc c'est l'imposture, c'est-à-dire que on va toujours tabler sur les mêmes, puisque c'est le problème avec l'écologie aujourd'hui. C'est instrumentalisé par une nouvelle forme c'est même pas une nouvelle forme, c'est le capitalisme qui s'est emparé de ces craintes et de tout un tas de choses pour manipuler la population, clairement. Nous faire avaler les éoliennes, par exemple, qui sont une catastrophe totalement. paysagère et écologique. On a des technologies, moi je pense qu'il y a des solutions qui seront technologiques comme la fission nucléaire qui se développe, qui sera une énergie propre, sans déchets et sans risque. Malheureusement. Alors, oui, mais les recherches n'empêchent que les recherches. Là-dessus il y a quelques années. C'est là qui est le problème, c'est que les recherches qui ont lieu aux États-Unis sont allées beaucoup plus vite que prévu, de l'avis des scientifiques. Ils ont progressé beaucoup plus vite que prévu. Sur la fission, tu veux dire. Sur la fission nucléaire. Et donc, cette technologie risque d'arriver
à un stade exploitable beaucoup plus vite que prévu. Espérons. Espérons-le. Enfin, espérons. Mais le problème, Il y a c'est des gens qui ne veulent pas entendre il y a parler des du gens qui nucléaire. veulent se gaver avec la pseudo-économie verte, et c'est une catastrophe sans nom. C'est une catastrophe sans nom. Et ça, la voiture électrique, c'en est une. Et moi, ce qui me sidère, effectivement, c'est la soumission d'une population qui se dit insurrectionnelle en permanence. Mais qui n'a pas le choix, finalement, aussi. Alors, qui n'a pas le choix ou qui pourrait avoir le choix, parce que là on est vraiment dans des limitations de liberté. On brandit souvent ça, hein. Moi ça me fatigue sur la vidéosurveillance. La vidéosurveillance, moi je le dis, ne me gêne pas, ça ne me gêne pas en ville qu'il y ait de la vidéosurveillance. J'ai rien à me reprocher. C'est pas le problème. C'est pas le problème. Non, mais le problème, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Après, il y a le problème de l'exploitation, mais ça, c'est un autre sujet. C'est-à-dire qu'il faut un encadrement légal pour la vidéosurveillance et l'exploitation. Après, il faut se méfier. Non, mais là, en Chine... Il y a un encadrement légal en Chine. Oui, non, mais là, tu me taquines. Non, mais évidemment, mon rêve d'absolu, c'est pas du tout la société chinoise, soyons clairs. Mais ce que je veux dire, c'est que je me sens pas privé de liberté s'il y a des systèmes de vidéosurveillance qui sont exploités dans de bonnes conditions pour l'usage qu'on nous présente. De tout ça, question reste le problème de comment fournira-t-on suffisamment d'électricité alors qu'on nous dit qu'en hiver, attention, peut-être il ne faut pas consommer parce que sinon on va faire des coupures. Le problème, de toute façon, le problème s'est déjà posé en Californie l'été dernier, puisqu'avec la climatisation, il n'y avait plus assez d'électricité pour les voitures, donc il y avait des heures. On leur a dit attention, il ne faut pas conduire. Étant donné l'autonomie de ces voitures. Là, c'est pareil, c'est pensé pour de l'ultra-urbain. Je veux dire, c'est pas pensé pour des trajets plus longs à travers le territoire. Vu le nombre de bornes qu'il y a, je vois pas comment ça va fonctionner quand il y en aura pas mal en circulation pour les vacances d'été. Enfin voilà, et pendant ce temps-là, en France, les gros paquebots sont encore là, les avions sont là, donc les poids lourds, enfin tout un tas de choses. Donc c'est toujours les mêmes. C'est ça le problème, c'est que c'est toujours les mêmes qui trinquent. En fait, c'est la base. On est à 40% d'énergie nucléaire. 40%. C'est déjà beaucoup. Mondialement, c'est 4%. Tu vois, alors bon, donc, en Allemagne, ils n'en veulent plus. On se demande comment ils vont faire en Allemagne. Ah, je suis déçu, c'est la fin. J'aimerais en faire encore une petite pour voir pas pour la route, mais non, là ça chauffe là-bas, ça va nous exploser. Nous aussi, d'ailleurs, on chauffe. Allez, une petite, allez. Christian Jacques. Ouais. Allez, vas-y. J'aimerais trop que tu... Je sais pas, alors dis-moi ce que tu veux, ou alors carrément énonce la question. Les pyramides, on en a déjà parlé aussi. On en a parlé, vas-y. En fait, vous parlez trop bien, en fait, il y a tout à chaque fois. On est désolé. OVNI, les différentes théories, on en a pour 3 heures. On en a pour 3 heures. Ah ouais, non, là, c'est pas une petite En fait, il aurait fallu faire un plateau par question. Ah ouais. Bon, allez, on essaye encore, on va essayer de l'avoir. Christian, allez, je te passe la main. Voyons voir. Question à l'intervieweur. Ah, c'est celle-là que je voulais. Ah, c'est celle-là que je voulais. Regarde l'ego. Le jeu de l'ego. Oh là là, c'est celle-là que je voulais. Qui veut la poser? Non, on sent que tu as un engagement, on sent que tu as un engagement personnel. Donc, c'est quoi l'intention que tu mets derrière cette nouvelle émission? Donc, qu'est-ce que tu cherches à faire passer ou pas? Ouvrir les esprits, en fait, je pense que c'est ça. C'est-à-dire rencontrer des gens comme vous, qui sont cultivés, qui lisent beaucoup, qui ont beaucoup d'expérience, qui se sont renseignés sur plein de choses, qui ne sont pas fermés d'esprit. Si on peut arriver à faire partager ça au plus grand nombre, c'est super, quoi. Après le reste, c'est tout. Mais c'est vachement important parce que tous les sujets que vous avez abordés, en fait, on se rend compte dans ce plateau-là que avec une seule question, vous êtes à ce point cultivé qu'on peut faire toute l'émission dessus, quoi. Je suis trop bon. Non, mais je t'assure, j'ai préparé 70 questions, en fait, une seule aurait suffi, quoi. Oui. Et c'est ça qui est bien. Ouais. Donc, en fait, tu veux dire qu'on fait des questions, les réponses, quoi. Non, mais c'est un peu l'objectif aussi, comme ça, moi, ça me laisse la paix, je suis tranquille, je peux réfléchir. Mais pour répondre à ta question, par rapport à être humain, c'était un peu plus sérieux. Là, on apporte un peu plus de dynamique. Et on va s'arrêter maintenant. Parce qu'on va se retrouver pour la cerise sur le gâteau. Super. Ok. De suite. Ça marche. Et surtout que on avait l'Alain Siffleur qui va commencer, t'as pas entendu? Oui, ça s'est entendu. Oui, on a entendu l'Alain Siffleur. Ah ouais, ça y commence. Ah ouais. Rossignol. Il a oublié, ça y est, c'est fait.